Alors Sacha, dis-moi, c'est quoi pour toi un Paris heureux et un peu raciste quand même? Et ben je pense que c'était mieux avant. Ah ouais. Ouais, quand j'avais genre 4 ans. Ouais, parce que là, t'as quel âge là? Là, j'ai 10. Ah ouais. Ouais. C'est vrai que ça a beaucoup changé, ouais. Et puis, je trouve qu'il y a trop d'individus issus de l'immigration passive des Sud global. Ah ouais. Et ouais, t'as appris ça où? Parce que t'es hyper cultivé, c'est incroyable, Sacha. Bah, c'est Papy Gargamel. Ah ouais, il est super. Même que vous vous faites des bisous des fois. Non, arrête, allez, va voir papy. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le lundi 12 janvier et depuis 5 jours, elle a pris en otage l'espace médiatique. Sa trombine est partout dans les médias, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux qu'elle inonde de vidéos. Le tout est largement pompé sur la stratégie de communication de Zoran Mamdani, le nouveau maire de New York. Elle, c'est Sarah Knafo. Je vous avais déjà brossé son portrait il n'y a pas si longtemps dans un récap. C'est l'étoile montante de Reconquête, la quasi seule élue de ce parti d'extrême droite, aussi anecdotique que dangereux. Et en plus d'être la compagne du grand patron, Éric Zemmour, Sarah Knafo a longtemps été la conseillère de l'ombre avant de sortir du bois et de se payer au passage une notoriété. Mais ne vous y trompez pas, derrière le brushing impeccable et les sourires complices, c'est du pur Zemmour dans les idées, mais sans le costume de Gargamel. Une bonne vieille stratégie de normalisation comme l'extrême droite en a le secret. Mais ça, on en a déjà longuement parlé dans l'épisode précédent du récap, alors je vous encourage à aller le revisionner. La nouvelle du jour, c'est que toute cette notoriété naissante a donné des ailes à la numéro 2. La voilà qui se lance en dernière minute dans la course à la mairie de Paris. Comme si c'était déjà pas assez le bordel comme ça. Et pour l'occasion, puisque visiblement c'est justifié, la grande annonce a été faite, je vous le donne en mille, aux 20h de TF1. Rien que ça. Alors, quand on se souvient de la complaisance médiatique dont Zemmour avait bénéficié lors de la dernière présidentielle, difficile de faire semblant d'être surpris. Les bonnes vieilles habitudes ont la peau dure. Mais vous savez ce qu'on dit, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Et à leur foire à eux, même si l'odeur est particulièrement forte, il y a à peine 7% de bouses au bout du compte. Alors, ce qui reste, rappelons-le, quand même plus que le nombre d'élus total de Reconquête dans absolument toutes les institutions possibles et imaginables. Bref, Reconquête, c'est rien, ni personne, mais visiblement, c'est suffisant pour se payer TF1 à une heure de grande écoute. Et puis aussi la matinale de France Inter, tant qu'on y est. C'est la première fois que je suis invitée sur France Inter. Je sais pas si c'est un piège. Est-ce que vous croyez qu'ils vont me laisser ressortir ? Alors, à la décharge du service public, Benjamin Duhamel a été un petit peu plus corrosif que Gilles Boulot. Bon copain, le présentateur de TF1 a copieusement servi la soupe en présentant Knafo comme une candidate de droite. Oui, juste de droite. Et d'ailleurs, il la met en concurrence avec Rachida Dati, alors même que Thierry Mariani est candidat pour le RN à Paris. Des candidats à la mairie de Paris, il y en a déjà 5. Vous êtes la 6e. On imagine que votre objectif, c'est de faire basculer Paris à droite. Il y a déjà une candidate de droite, Rachida Dati, elle est maire du 7e arrondissement. Elle n'est pas assez de droite pour être votre candidate ? Bon, je vous épargne sa réponse. Elle n'est en concurrence avec personne. Elle veut faire des alliances. Tout ce qui lui importe, c'est le bonheur à Paris, blablabla. On passe. Si, par hypothèse, Rachida Dati était élue maire de Paris, vous seriez prête à travailler avec elle de manière loyale, transparente ? Absolument, je serai prête à travailler avec tous ceux qui partageront mon projet. Alors, ce qui frappe très vite avec la candidature de Sarah Knafo, c'est l'effort soigneusement calculé de mise à distance avec la popole. Elle évite soigneusement de mentionner son parti. C'est quand même assez rare, alors même qu'elle en est vice-présidente. Pour trouver mention de Reconquête, il faut se lancer dans une fouille quasi archéologique des mentions légales de son site de campagne. Rien non plus dans la charte graphique qui évoque la droite, et encore moins l'extrême droite. D'habitude, on a le droit, vous le savez, au bleu, blanc, rouge dégoulinant, au visuel rigide, bien anguleux, à tout un imaginaire bien conservateur, souvent même un peu austère. Là, c'est exactement l'inverse. Pour Paris, Sarah Knafo nous sert du Zoran Mamdani, en version un peu low cost évidemment, le nouveau maire de New York, un socialiste pur jus, élu en allant justement chercher ses électeurs sur le terrain et sur Internet notamment, avec une stratégie de communication qui a fait depuis
école dans toute la sphère politique mondiale. D'ailleurs, l'entourage de Knafo assume totalement l'inspiration, autant de gauche soit-elle. On le rappelle, le candidat new-yorkais l'a emporté alors qu'il était crédité de 3% au départ. Et ça fait saliver la nouvelle venue dans la bataille des municipales. La candidate d'extrême droite a du coup tout pompé sur la outsider récemment élue dans la plus grande ville des États-Unis, de la typo à la palette de couleurs, en passant par ses formats vidéo. Son slogan, une ville heureuse et tout aussi inhabituelle, à droite et encore plus à l'extrême droite. Mais évidemment, sous ce papier cadeau un peu flashy, on retrouve tous les poncifs et obsessions habituelles de l'extrême droite. Quand on jette un coup d'œil à son programme, on se rend vite compte que c'est assez laconique et que l'innovation a ses limites à l'extrême droite. Knafo propose quelques mesurettes, non chiffrées ni détaillées, et surtout les classiques, comme notamment une police armée aux effectifs doublés. Et pour compenser, la candidate veut sabrer à la Trump dans les effectifs de fonctionnaires qu'elle envisage de diviser par 2. Voilà, rien que ça. Elle promet aussi 10 milliards d'économies sur le budget de la ville de Paris, sans qu'on sache vraiment comment elle s'y prend. La privatisation du ramassage des ordures ménagères, dont on connaît les effets délétères sur les travailleurs. Ah oui, elle jure aussi qu'avec elle, la circulation sera fluide à Paris, la pollution combattue et que la ville sera belle. C'est plus un programme, c'est un discours Miss France, son truc. Ah bah si, la grande innovation, c'est les référendums. Les Parisiens pourront se prononcer au moins 2 fois par an, dit-elle, sur des projets, ce qui ferait d'elle, je cite, la maire la plus démocratique que Paris ait jamais connue. Rien que ça. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, il n'y a qu'à aller jeter un coup d'œil sur @cœurouvert.fr. Vous pouvez me dire tout ce que vous avez sur le cœur, toutes les solutions que vous avez pour la ville. Je vous écouterai. Ah oui, juste comme ça, la petite musique en fond, ambiance Paris des années folles, c'est aussi de la communication, hein, on le note. Bon, revenons au sujet. On s'est bien marré tout le week-end avec ce site. Alors, c'était raté sur raté. D'abord, dès le lancement, on a vu un déferlement d'horreurs racistes postées et likées sans le moindre complexe. Pour éteindre l'incendie, toujours à la manière de Trump, qu'elle admire tant, Sarah Knafo a accusé évidemment l'extrême gauche d'avoir saboté son gentil petit espace communautaire, sans la moindre preuve, hein, évidemment, ça c'est surfait. Et puis ensuite, il y a eu le sujet des failles de sécurité. Des experts informatiques se sont penchés sur le site communautaire de Sarah Knafo et le verdict était sans appel. Bricolé à la va-vite à l'aide de l'intelligence artificielle, il présentait des vulnérabilités majeures. Les noms et prénoms, mails et numéros de téléphone, voire les adresses IP des contributeurs ont été exposés à la vue de tous, enfin de tous ceux qui savent mettre les mains dans le code. Et on sait donc qui poste quoi en à peine quelques clics. C'est d'ailleurs comme ça qu'on sait que l'adresse mail de Sarah Knafo, en personne, a été utilisée pour poster 2 propositions sous les pseudonymes de Damien et de Aïssatou. Voilà. On s'abstiendra de commentaires. Mais c'est encore un coup de l'extrême gauche à tous les coups. Avec tout ça, évidemment, l'équipe de Sarah Knafo a dû se relever les manches pour arranger le problème et surtout respecter la loi sur les données personnelles. Et plus vite que ça, parce que le sénateur communiste Yann Brossa a évidemment signalé ces faits au procureur de la République en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale. La candidate, elle, de son côté, assure que tout est rentré dans l'ordre, mais toutes les contributions ont été supprimées plusieurs fois du site et désormais elles ne sont plus accessibles qu'à l'équipe de campagne, ce qui n'empêche pas Sarah Knafo de crier sur tous les toits que son initiative est un succès et qu'elle croule sous les contributions. Et vous savez comment ça s'appelle ça ? De l'astroturfing. C'est une méthode de manipulation particulièrement sournoise. On fait semblant de relayer la voix de la base venue des vrais gens, alors qu'en réalité, ce ne sont que des campagnes orchestrées par des lobbies ou des partis politiques. Le premier à en avoir fait les frais est un sénateur démocrate aux États-Unis qui s'est fait influencer bien avant les réseaux sociaux par des tonnes de courriers envoyés prétendument par ses électeurs. En fait, tout ceci n'était qu'une campagne organisée par une compagnie d'assurance visant à lui donner une perception déformée d'une réalité. Et c'est exactement la même méthode qui est utilisée par les fermatrolls, par exemple. Ils inondent les réseaux sociaux d'avis sur certains sujets et visent à influencer soit l'opinion,
l'opinion ou voire même la politique. Avec ses contributions, Sarah Knafo laisse penser qu'il existe un énorme soutien populaire derrière elle et que ses idées viennent de cette base militante. Et pour parfaire le tout et bien enfoncer le clou, on a aussi le droit à la version vidéo de ses contributions. J'ai un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Personne n'a ça. Dans la politique du logement social. Oui, moratoire total. On arrête de construire. Des racailles qui viennent et qui sniffent, etc. Donc biodiversité. Incroyable tout ce blabla. Tout ce qu'on apprend dans cette vidéo, c'est que Sarah Knafo veut arrêter de construire du logement social et interdire les plaques commémoratives en écriture inclusive. C'est ça, la ville heureuse, selon Knafo, visiblement. Ça dépote. Même Sacha, 10 ans, ressenti 75 quand même, a plus d'idées concrètes. Il faut bien nettoyer dehors parce qu'il y a trop de délinquants, de personnes qui font n'importe quoi. Et il faut sauver le théâtre du Guignol des Champs-Élysées parce que sinon on perd notre culture, parce que on roulait avec la Grande Vadrouille, avec Bourville. Mais quelle culture, t'es impressionnant, Sacha. Etc. Et aussi, on voulait vous dire qu'il faut aussi sauver le Champ de Mars parce qu'il y a des délinquants, il y a trop de déchets, c'est sale. Et c'est dangereux pour les petits qui peuvent... tu as raison. Qui peuvent avoir peur des personnes un peu bizarres. Tu as raison, Sacha. Tu as quel âge 10 ans. T'as 10 ans et tu sais déjà tout ça? Et aussi, il faut mettre plus de manège dans le Champ de Mars parce que c'était plutôt pour les enfants au Champ de Mars. Il n'y a que un manège. T'aimes le manège? Ouais. Tu veux que je mette des manèges? Je vais mettre des beaux manèges. Mais alors ça devrait être des manèges magnifiques, belle époque, avec des beaux chevaux. J'ai eu l'idée de dire que c'est pas obligé d'acheter des anciens, mais d'en reproduire avec du vrai bois, tout ça, d'en reproduire pour faire des anciens. Mais c'est toi qui dois être maire de Paris, Sacha. Alors nous, tout ce qu'on sait, c'est que Sacha peut prendre sa carte chez Reconquête très vite. En tout cas, il est prêt, ce petit gars, fan de Bourville. Il semble très préoccupé par les beaux quartiers, les Champs-Élysées, le Champ de Mars, tout ça. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas un hasard. En fait, c'est sociologique. Le RN, de son côté, fait son beurre sur les populations populaires de la petite ceinture de Paris. Ce sont souvent des petits fonctionnaires ou des employés du privé, parfois des personnes au chômage ou encore des habitants de logements sociaux. Chez Reconquête, c'est tout l'inverse. Le parti de Zemmour et Knafo est plutôt implanté dans les quartiers cossus de l'ouest de la capitale, auprès des catégories plus aisées, souvent propriétaires dans Paris. Pour les municipales, Sarah Knafo met donc le paquet pour élargir cette cible. Et donc, plutôt que de lorgner sur la base électorale de Mariani, le candidat RN, elle ambitionne de prendre des voix chez LR. Ce qui l'intéresse, ce sont les vieux bourges, tendance Fillon, vous savez, ceux avec les vestes un peu matelassées, et la nostalgie du vieux Paris, bien blanc, bien classiste. Enfin, ceux qui pourraient être un petit peu rebutés par la candidature de Rachida, vous voyez. Enfin, ils ne sont pas racistes, ces gens-là, mais bon, voilà. Pour l'instant, Mariani et Knafo sont tous deux crédités d'environ 7%, voire, selon les sondages, un peu plus pour Madame. Ils les espèrent tous deux dépasser les 10% pour, évidemment, accéder au second tour. Pour le reste, l'alliance d'Emmanuel Grégoire, le socialiste, avec notamment les écologistes, lui assurerait une légère avance au premier tour avec environ 30% d'intention de vote à ce stade. Il est devant Rachida Dati qui est à 28%, tandis que Pierre-Yves Bournazel d'Horizon et Sophia Chikirou de la France Insoumise recueilleraient respectivement 16 et 10% à ce stade. Ça, c'est selon l'IFOP. Toujours selon les prédictions sondagières, Dati resterait favorite au second tour à Paris, disposant d'une réserve de voix plus importante et serait donc capable de l'emporter dans quasiment toutes les configurations à ce stade. Je le répète, c'est selon les sondages. Et comme j'ai pas envie de finir sur cette info, parce qu'après vous me dites que je vous plombe le moral, rappelez-vous qu'à l'instant où Sarah Knafo est apparue à l'écran de TF1, la chaîne a perdu 1 million de téléspectateurs. Bon, pour vous donner une idée, c'est à peu près la moitié des habitants de Paris. Alors c'est peut-être ça, la ville heureuse, finalement.
Et avant de passer au reste de l'actu du jour, le média a un message pour vous. Depuis plus de 8 ans, nous tenons bon dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, plus de 25 travailleurs et travailleuses écrivent, enquêtent, filment, montent. Chaque jour, il et elle mènent la bataille de l'info. Mais pour tenir, nous avons évidemment besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors, si vous le pouvez, aidez-nous à continuer à vous informer et à créer un paysage audiovisuel plus juste, plus social et plus solidaire. Abonnez-vous ou faites un don défiscalisé aux médias. Tout est sur notre site internet et grâce à vous, le combat pourra continuer. On continue ce récap avec un point sur la politique française. Vendredi dernier, Sébastien Lecornu a une nouvelle fois fait planer la menace d'une nouvelle dissolution sur l'Assemblée nationale. Le Premier ministre aurait demandé au ministère de l'Intérieur de préparer d'éventuelles élections législatives anticipées en même temps que les municipales en mars prochain. Cette demande a été formulée en réponse aux 2 motions de censure déposées par le RN et LFI qui doivent être débattues cette semaine. Ces 2 motions concernent l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur qui doit être signé samedi prochain au Paraguay. Alors officiellement, Emmanuel Macron affirme s'opposer à cet accord jugé destructeur pour l'agriculture française. Mais l'exécutif laisse planer le doute tandis que ses soutiens parlementaires refusent carrément de s'engager clairement contre un texte négocié depuis plus de 25 ans par la Commission européenne. Une ambiguïté que les oppositions dénoncent comme une posture de façade. Pour Sébastien Lecornu, déposer une motion de censure dans ce contexte, c'est choisir délibérément d'afficher des désaccords politiciens internes. C'est choisir d'affaiblir la voix de la France plutôt que de montrer l'unité nationale dans la défense de notre agriculture, affirme-t-il sur Twitter. Les 2 motions ont peu de chances d'aboutir, notamment en raison du positionnement du Parti socialiste qui a d'ores et déjà annoncé qu'il ne les voterait pas. Ce que l'on peut reprocher à Emmanuel Macron, c'est d'avoir beaucoup varié sur la question. J'y viens. Ouais. Et je dis simplement que ça, c'est vrai. Emmanuel Macron a été pour, contre. On a eu un peu le vertige. Mais à la fin, il dit non. Et donc, au moment où il dit non et où il le dit à l'ensemble des Européens, où la France vote contre et où on a un vote au Parlement européen dans quelques jours, où il faudra que tous les Français votent contre avec un certain nombre de parlementaires de tous les autres pays, ce serait absurde de dire qu'à ce moment-là, nous censurons le gouvernement. Ni l'une ni l'autre, ni celle des Insoumis, ni celle du RN, c'est très clair. C'est ce qui a déclenché l'agacement, semble-t-il, de Matignon et le fait qu'il demande au ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez, de se préparer reconnaissez. En fait, à une motion de censure. Moi, je vote la censure quand je ne suis pas d'accord. Quand je suis d'accord, je ne censure pas. Cette semaine marque également la reprise des discussions sur le projet de loi de finances 2026. Le premier secrétaire du Parti socialiste est plus nuancé sur la question d'une possible censure à ce sujet. Si la copie est passable, les socialistes s'abstiendront. Si la copie est mauvaise, nous pourrons voter une motion de censure, affirme Olivier Faure. On continuera évidemment de suivre les discussions de la semaine dans nos directs. Aux États-Unis, des centaines de rassemblements ont eu lieu ce week-end dans tout le pays pour protester contre l'administration de Donald Trump et dénoncer les méthodes de la police de l'immigration. Le déclencheur de cette mobilisation, c'est la mort de Renée Nicole Goode, une Américaine de 37 ans, mère de 3 enfants, abattue par un agent de la police fédérale de l'immigration. En réponse à ces mobilisations, la ministre de la Sécurité intérieure américaine a annoncé hier l'envoi de centaines d'agents fédéraux supplémentaires à Minneapolis, aux États-Unis. Selon elle, cette augmentation des forces vise à protéger les agents de l'ICE et à garantir le déroulement des opérations, mais aussi, évidemment, à réprimer toute contestation qualifiée de violente ou d'illégale par le gouvernement. La ministre de la Sécurité intérieure américaine et l'administration Trump reprennent la thèse officielle de la légitime défense pour justifier le meurtre de Renée Nicole Goode. Ils affirment que le policier voulait se protéger car la conductrice tentait de le renverser et évoque un acte de terrorisme intérieur. Sur les vidéos filmées par les témoins et diffusées par plusieurs médias américains, on voit des agents de l'ICE, la police de l'immigration, s'approcher d'une voiture. L'un d'eux ordonne à la conductrice de descendre et tente d'ouvrir la portière, mais elle semble commencer à repartir. C'est là qu'un autre agent tire à 3 reprises, quasiment à bout portant, et la tue.
Interrogé sur l'usage de la force létale dans cette situation, Donald Trump a répondu « Je pense franchement que ce sont des agitatrices professionnelles », faisant référence à la victime et à son épouse. En Iran, les manifestations contre le régime se poursuivent également et la répression de l'armée continue de s'abattre avec une violence extrême sur la population. Depuis les premières mobilisations, le 27 décembre 2025, le pays est plongé dans une vague de contestation d'ampleur nationale. Les manifestants dénoncent la détérioration brutale des conditions économiques, de l'inflation et de la précarité grandissante d'une partie de la population. Selon l'ONG Iran Human Rights, au moins 600 personnes auraient été tuées. L'ONG qualifie la situation de massacre et de crime majeur contre le peuple iranien. Toujours selon elle, plusieurs sources concordantes évoquent un bilan bien plus élevé qui pourrait dépasser les 2000 morts. Depuis jeudi, les autorités ont coupé l'accès à Internet dans une large partie du pays, empêchant la circulation d'images, de témoignages et de preuves du massacre en cours. Une première vidéo a été diffusée samedi, montrant des dizaines de corps enveloppés dans des sacs noirs devant le centre médical à Karziak, situé au sud de Téhéran. Face à ces informations, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est déclaré choqué par les rapports faisant état de violence à l'encontre des manifestants en Iran. Guterres a également appelé le régime à faire preuve de la plus grande retenue dans l'usage de la force. Sur le plan international, Donald Trump a affirmé hier que les dirigeants iraniens auraient cherché à entamer des pourparlers avec les États-Unis après que le président américain ait menacé d'intervenir militairement. Tout en dénonçant la répression sanglante orchestrée par Téhéran, Trump a déclaré que l'armée américaine étudiait des options très fortes, une rhétorique évidemment belliqueuse qui fait craindre une escalade régionale. En parallèle, le régime iranien organise aujourd'hui des rassemblements pro-gouvernementaux dans le pays. Les autorités ont également décrété 3 jours de deuil national pour les martyrs de la résistance, une expression utilisée pour désigner les membres des forces de l'ordre tués lors des manifestations. Et merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez envie et la possibilité de nous donner un précieux coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don défiscalisable sur notre site internet. Vous pouvez aussi parler de nous autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux, ça ne coûte rien. Et d'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.